Le 3 mai dernier, j'étais avec les marins marchands. L'équipe de production m'a donc chargé de leur poser des questions et partager avec nous leur détresse. Ils l'ont fait sans faux fuyant. Nous y avons cru, mais le 5 mai, nous avons reçu un communiqué, c'était dans toute la presse. On a donc décidé de continuer le débat. Et nous sommes ici, à la direction générale des affaires maritimes. Et le premier responsable, c'est le colonel-major Kwasi Yao Julien. Colonel-major Kwasi Yao Julien. Regardez-moi dans les yeux et dites à nos téléspectateurs que tout au long de cet entretien, où je vais vous poser des questions sans faux fuyant, vous allez y répondre en me disant la vérité, rien que la vérité. Je dirai la vérité, rien que la vérité, conformément à la réglementation qui existe. Bonsoir. Monsieur le directeur des affaires maritimes, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir le dimanche 3 mai sur les antennes de l'AFTV. Dans le cadre de notre émission, il y a problème. Nous recevions donc les marins marchands. Nous avons parlé des conditions de travail et le 5 mai, nous sommes tombés sur un communiqué que je vous lis. La Direction générale des affaires maritimes a suivi avec attention les déclarations diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par certains organes de presse, faites par des personnes se réclamant du rassemblement des associations, syndicats, mouvements et ONG de la marine marchande et mettant en cause les services des affaires maritimes. Il convient de préciser que les marins se réclamant de ce mouvement sont des marins marchands relevant du secteur privé maritime. À ce titre, ils n'ont pas la qualité d'agents de l'État, contrairement au personnel de la Marine nationale et de l'administration maritime. Leurs activités s'exercent auprès d'armateurs et d'entreprises opérant dans les domaines de la pêche, du commerce et de l'offshore. La prise en charge de leurs préoccupations sociales s'inscrit dans le cadre du dialogue social du secteur privé auquel l'administration maritime apporte son encadrement et son appui dans le respect de ses missions régaliennes. Contrairement aux allégations relayées, plusieurs actions concrètes ont été menées en faveur des marins. Il s'agit entre autres de la révalorisation substantielle des salaires dans le secteur de la grande pêche avec un passage du salaire de base de 130 712 francs à 250 000 francs. Le règlement définitif de 103 litiges par l'inspection du travail maritime en 2025 ayant permis donc la liquidation des droits des marins à hauteur de 770 166 476 francs. L'institution d'une sous-direction dédiée au bien-être des gens de mer, comprenant donc une cellule d'écoute chargée du renforcement de leur protection sociale et psychologique. Le lancement du processus de délivrance de pièces d'identité maritime biométriques conformes aux standards internationaux. Par ailleurs, la Direction générale des affaires maritimes dément toute information relative à une prétendue suspension de signature des brevets et certificats. Les litiges continuent d'être régulièrement délivrés conformément aux normes internationales en vigueur. À ce jour, 886 certificats et brevets ont été signés depuis le 1er janvier 2026, dont 252 pour le seul mois d'avril. La question de l'employabilité des marins fait également l'objet d'actions en cours, notamment à travers la réalisation du projet de création d'un nouvel armement national et l'opérationnalisation du registre international d'immatriculation des navires pour lequel une dotation budgétaire a été octroyée par l'État au programme d'investissement public 2026. Par ailleurs, le RASMOM a été reçu par la direction de l'administration des gens de mer le 24 mars 2026. À cette occasion, ces préoccupations ont été examinées avec attention et des réponses ainsi que des assurances lui ont été apportées. Les efforts engagés par le gouvernement intégrant certaines de ces préoccupations lui ont également été présentés. L'ensemble des acteurs est invité par conséquent à privilégier donc les cadres formels de dialogue et s'abstenir de toute communication de nature à porter atteinte à l'image de l'administration maritime. L'administration maritime demeure pleinement engagée en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des gens de mer ainsi que du développement d'un secteur maritime national compétitif et inclusif. Voilà, c'est signé par votre direction. Colonel, nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Nous aussi, nous avons reçu. Alors, quand on lit bien ce communiqué et tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux et dans notre émission, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? Ont-ils dit la vérité ou bien vous ne vous reconnaissez pas dans ce qu'on vous reproche exactement? Merci, monsieur le journaliste. Je
je ne dirais pas qu'ils n'ont pas dit la vérité. Quand je dis qu'ils n'ont pas dit la vérité, c'est parce que pour nous, c'est des partenaires avec lesquels on travaille. Et donc, je ne peux pas traiter des partenaires de menteurs, si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr. Seulement que beaucoup de choses ont été dites qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas basées sur des textes. Parce que tout ce que nous faisons, c'est sur les textes que nous avons, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, que nous agissons. Donc tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas basé sur cela. Et donc il y a beaucoup de contre-vérités. Quand je lis le communiqué, il y a eu donc des démarches entreprises, il y a eu des échanges, il y a eu des discussions. Mais à votre avis, pourquoi des gens qui ont été associés à une table de discussion viendraient sur un plateau de télé dire ce qu'ils ont dit? Vous savez, c'est un problème réel, il existe, j'allais dire, dans tous les pays aujourd'hui, c'est le problème d'emploi. Voilà. Les jeunes sont formés et souvent le problème de l'emploi se pose. Et quand c'est comme ça, il est clair que à la recherche de l'emploi, le fait qu'il soit, si je peux utiliser le terme, il soit pressé, c'est tout à fait légitime à avoir un emploi. Alors on peut se permettre par moment de dire ce qui n'est pas ou de ne pas vouloir écouter ce qui est. Parce que pour créer de l'emploi, il faut véritablement se préparer, surtout dans notre domaine. Vous savez bien, il y a quelques années de cela, dans le passé, qu'il y avait des armements qui existaient, Sivoma, Citrans qui existaient, qui étaient des armements nationaux appartenant à la Côte d'Ivoire et qui utilisaient les marins formés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Mais depuis la libéralisation, dans les années 90, où on a mis fin, où on a fermé ces armements, le problème d'emploi se pose, je veux dire de façon cruelle, au niveau de la navigation de commerce sur les bateaux de commerce. Donc voici un peu le problème qu'il y a, et donc c'est tout à fait normal qu'il essaie d'attirer l'attention afin qu'une solution soit trouvée à leur problème d'emploi. Il y a deux éléments importants auxquels vous faites allusion dans vos propos par rapport donc à la question que j'ai posée. Vous avez dit que ils sont en quête d'emploi, ils ont été formés, il faut absolument qui les forme. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui les forme? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Comme en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'autres écoles qui existent. Et c'est ce que nous avons dit dans le communiqué. Ils sont du privé, on les forme, ils doivent chercher de l'emploi. Et l'emploi, il peut se chercher ici, comme il peut se chercher à l'extérieur, parce que bon, c'est la navigation internationale. Ils peuvent être utilisés sur des navires qui ne battent pas pavillon ivoirien et qui sillonnent le monde. Je voudrais que vous vous prononciez sur quelques extraits de ce qu'ils ont dit tout au long de l'émission que nous avons eu avec eux. On peut y aller? Ok. Lorsque les élèves de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer sortent de l'école, normalement, la direction administrative des gens de mer est là pour les accompagner, pour créer un pont entre eux et les amateurs. Mais on constate que c'est des choses qui ne se font pas. La majorité reste à terre. Et d'autres deviennent aujourd'hui, sont obligés de se reconvertir dans d'autres métiers, ou bien soit aller ailleurs parce qu'il n'y a pas vraiment de débouchés. Quelle est la responsabilité de la Côte d'Ivoire dans leur quête d'emploi, ces jeunes qui sont formés, même s'ils viennent du secteur privé? Vous les assistez simplement ou vous leur donnez aussi quelques coups de main ou quelques éléments d'information? Il est clair, vous savez, ce n'est pas l'État, l'administration elle-même qui trouve l'emploi pour ces jeunes. Okay. Le secteur, il est libéralisé. Il y a des sociétés de placement. Ils s'inscrivent auprès de ces sociétés de placement-là et qui leur cherchent du travail, aussi bien au niveau national quand il y en a, sur ces quelques navires qui passeraient ou qui naviguent dans nos eaux, sur les plateformes et pourquoi pas sur des navires étrangers qui auraient besoin de marins. Effectivement, ils sont formés à l'académie
conformément à la réglementation internationale qui dit qu'ils doivent être formés selon tel critère, telle norme, tel coût. C'est ce qu'ils font. Ben, quand ils ont ça, maintenant, ils sont placés au niveau international. Donc voici un peu, sont ces structures privées-là qui n'existaient pas, ce n'était pas libéralisé dans le temps, mais depuis quelques années, c'est libéralisé et ils s'inscrivent auprès de ces structures privées-là qui leur trouvent de l'emploi, soit en Côte d'Ivoire quand c'est possible, soit à l'international. Quel est le rôle de la direction de l'administration des gens de mer, qui est donc sous l'autorité de la Direction générale des affaires maritimes? Son rôle, c'est d'abord dans la délivrance des différents documents dont ils ont besoin, à savoir leur délivrer le livret maritime, après leur formation, après leur stage, leur délivrer le livret maritime, leur délivrer les différents certificats et véritablement aussi suivre leur vie professionnelle. En ce sens que quand ils vont sur un navire, quand ils viennent, tout cela doit être consigné dans le livret et ça leur donne les temps de navigation par rapport au congé, ainsi de suite. Et ce qu'ils font aussi, au-delà de suivi de leur carrière, ils font aussi la réglementation. Voilà. Dans ce domaine, c'est eux qui sont chargés de tout ce qui est réglementation concernant, je veux dire, la gestion, l'utilisation et la formation même de ces gens de mer. L'inexistence aujourd'hui de Sivomar et de la Citram, dont vous parliez tantôt, est donc la raison essentielle de la situation dans laquelle se trouvent donc les marins marchands dont vous parliez tantôt. Est-ce qu'il vous arrive un jour, au niveau de l'État, au niveau des différentes directions, d'en parler, d'échanger avec les uns les autres? Parce que quand on a parlé avec eux, ils disent qu'ils ont des pistes de solutions. Leur problème, c'est qu'on n'arrive pas à les écouter. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des échanges avec eux? Même si vous n'avez pas une obligation, parce que c'est quand même un secteur qui a été libéralisé. Non. Pas parce qu'on n'a pas d'obligation et qu'on ne réfléchit pas à ça. Voilà, quand ils disent, mais c'est la raison qui fait que nous les écoutons, que nous organisons des séminaires auxquels on les associe pleinement, afin que, comme il le dit, s'ils ont des pistes qu'ils les donnent, mais qu'on puisse échanger et véritablement trouver les solutions. Il y a des pistes au niveau national, on en parle, et nous, ce que nous avons commencé au niveau de la direction, c'était d'abord commencer par l'ouverture du pavillon. Voilà, on l'a dit dans le communiqué, dont nous sommes à la phase d'opérationnalisation, puisqu'un budget a été mis en place. L'ouverture du pavillon permet d'immatriculer des navires qui ne sont pas à des Ivoiriens. Mais quand vous immatriculez un navire, vous êtes à même, c'est vrai que le secteur est très concurrentiel, donc ils peuvent aller s'immatriculer ailleurs, mais au moment où vous l'immatriculez, vous êtes à même de discuter et de lui demander de prendre non seulement des stagiaires, mais aussi de pouvoir lui accorder quelques places de marins titulaires sur les différents navires. C'est à cela que nous allons, pour qu'ils soient non seulement bien formés et qu'ils aient des stages, parce qu'il y a le diplôme, mais après le diplôme, il faut un temps de stage qui te permet d'avoir, si vous voulez, pas le quitus, mais d'être dans les conditions d'être employé ou d'être employé par d'autres armements internationaux. Donc, il y a ce stage qu'ils doivent effectuer qui, pour nous, c'est le début et qu'il faut obligatoirement que par cette activité-là, nous puissions leur trouver des stages. Et en plus, leur trouver à partir de cela aussi, pourquoi pas, des postes d'emploi sur ces différents navires qu'on serait amené à immatriculer. Ça, c'est d'un. De deux, nous sommes en pleine réflexion parce que l'État est conscient au niveau de la balance de paiement, au niveau du commerce extérieur lié à la mer ou au transport maritime, nous sommes déficitaires. Et cela simplement parce que tout ce qui est lié au transport de la marchandise et consort, il est payé à des étrangers. Donc la réflexion est en train d'être menée au plus haut au sommet de l'État pour voir comment est-ce qu'on va créer un ou des armements nationaux pour pallier ou compenser un peu à ce déséquilibre-là au niveau de la balance. Et ça va nous amener forcément à créer ces armements et à utiliser des marins formés ici et utilisés sur ces navires ivoiriens.
Mais nous avons vécu l'expérience et c'est ce qu'ils pensent que ça met du temps. Mais aujourd'hui, il s'agit de bien mener la réflexion, pouvoir prendre le problème ou la création de ces entités-là par le bon bout. Parce que si on a eu la disparition des précédentes, il faut aujourd'hui qu'on prenne la création ou bien que ce sujet-là soit traité avec tous les sérieux. Et donc, des études sont en cours pour nous permettre de savoir avec qui on est créé, avec des Ivoiriens, avec des sociétés qui naviguent déjà dans nos eaux, avec le privé, ainsi de suite. Donc cette étude-là est en train d'être menée afin que quand on va le commencer, on ne soit pas ramené encore en arrière. Parce qu'il faut le dire, c'est un secteur très, 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 très concurrentiel. Et quand tu veux y aller, il faut aller avec tout le sérieux. Et c'est à ça que l'État nous a demandé de travailler. Quelques mots dits dans vos propos, au jour de lendemain meilleur, ce sont des soupçons d'espoir auxquels il faut s'agripper. Donc, colonel, les mots comptent. Parce que nous sommes là pour des échanges importants. Et je suis heureux que vous mesuriez donc l'ampleur donc, de la situation de ces jeunes marins. Vous avez dit « nous allons ». Ça veut dire que la véritable piste de solution dans vos échanges avec ceux qui travaillent dans nos eaux, avec qui vous voulez échanger pour qu'ils bénéficient de quelques stages et voir même l'opportunité de l'employabilité pour ces jeunes marins-là, elle n'est pas encore effective. N'est-ce pas? Non, elle n'est pas encore effective. Ça, c'est au niveau de l'opérationnalisation, de l'ouverture du pavillon. Et ceux-là ne sont pas obligés de travailler dans nos eaux. C'est à l'international. Un navire peut être, je ne sais où, quelque part là-bas, il ne viendra jamais peut-être dans nos eaux, mais il veut prendre le pavillon ivoirien. Voilà, il va falloir qu'il remplisse les conditions, mais on sera à même de lui demander, il faut nous aider aussi à former convenablement nos jeunes gens qui sortent de l'académie qui est reconnue par l'Organisation maritime internationale. Ça, c'est d'un. De deux, on pourra leur aussi dire, parce que vous allez en stage, vous vous comportez bien là-bas, mais vous avez plus de chances d'être employé. Donc, ce sont ces pistes-là que nous recherchons en attendant d'arriver à la création d'armements nationaux. Mon colonel, comme ils ont dit qu'ils souhaiteraient vous rencontrer, vous, les autorités compétentes, qu'ils ont des idées. Est-ce que de cette émission-là, vous pouvez donner de l'assurance de votre disponibilité à pouvoir échanger avec eux pour faire avancer les choses? Parce que moi, je vous sens soucieux de leur devenir. Vous avez même dit, pas parce qu'ils sont dans le secteur privé que nous n'allons pas les laisser pour compte. Nous sommes prêts pour trouver quelques solutions. Mais ils sont pressés parce que la situation, ils la vivent. Donc, c'est légitime. Quel est le type de rétroplanning qui pourrait être mis en place pour que cela les rassure davantage? Mais une chose, les associer à une table de discussion et partager leurs idées, je pense que ça peut être important. Effectivement, vous avez raison, mais vous savez, au niveau de l'administration, nous sommes, je vais dire, l'entité technique. Nous sommes l'entité technique et c'est ce que nous avons fait en les recevant. Nous avons échangé, nous avons apporté des éléments de réponse à leurs différentes préoccupations. Très bien. C'est vrai qu'ils n'étaient pas satisfaits, ils ont continué. Mais la hiérarchie est informée de cela. Et même au moment où nous sommes en train de faire l'émission, quelques instants après, nous irons les recevoir. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que nous voulons mettre en place véritablement une plateforme réelle de collaboration. Voilà, on va voir tout à l'heure au cours de la réunion quel nom ça va prendre, mais on souhaiterait, parce que c'est, comme on le dit, c'est nous tous notre pays. Nous sommes de l'administration. L'État nous a chargés à faire en sorte que les jeunes trouvent du travail, chacun dans son secteur. Donc ce n'est pas à nous, en tant qu'administration maritime, de ne pas suivre l'élan. Donc il faut qu'ils soient rassurés que nous travaillons à cela. C'est vrai, ils trouvent que c'est lent, mais nous souhaitons bâtir du solide. Et ce sont ces deux pistes-là que je vous ai dit. Donc, on va créer cette plateforme-là où on se retrouvera régulièrement pour échanger les idées qu'ils ont, qu'on les partage. Peut-être même, on peut voir ensemble comment est-ce que, en se mettant en groupe,
l'État peut aussi les aider à aller de l'avant. Non, ils ont été formés pour ça. Ils sont l'avenir du pays. Donc, ce n'est pas à nous qui, je dirais, faisons des efforts à nous que l'État a commis de les assister, que nous allons ne pas vouloir les assister. Qu'ils soient rassurés. Nous sommes disposés, la hiérarchie est disposée, que ce soit le ministre des Transports et des Affaires maritimes, que ce soit le ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes. Ils sont tous disposés, c'est leur sujet. Comment faire pour que l'académie que nous avons, qui est sous-régionale 7, comment est-ce que tous ceux qui vont être formés, surtout les Ivoiriens, comment est-ce qu'on va faire pour que demain, ils puissent trouver du travail et qu'ils soient fiers de leur pays et de leur secteur. Mon colonel, je voudrais, au nom de l'équipe de production et du PDG de la chaîne, vous dire que vous nous mettez à l'aise. Je tenais vraiment à vous le dire, à vous le signifier. Ce n'est pas tout le temps. Quand nous entreprenons une démarche de service après-vente, quand nous avons dénoncé un fait, que la personne sur qui un droit utilisateur se serait posé se rend disponible et explique. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que le marin marchand n'a pas accès au port. Le marin marchand n'a pas accès au port. Aujourd'hui, on nous parle du code ISPS. Mais je pense que c'est, excusez-moi du thème, mais il y a plusieurs solutions qui peuvent être trouvées rapidement. Et je pense que ça peut résoudre le problème. Commentaire. Il dit que les marins marchands n'ont pas accès au port. C'est quoi le code ISPS? C'est un code qui a pour objectif de faire en sorte que les espaces portuaires ne soient pas l'objet d'agression. Voilà. Et donc, c'est des mesures préventives que nous prenons. Quand ils disent qu'ils n'ont pas accès au port, vous savez, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, il veut bâtir une grande nation. L'avantage dans nous, notre métier, c'est que nous avons voyagé beaucoup. Par rapport à même ce qu'ils disent, nous avons été formés. La formation aussi bien aux États-Unis que dans les pays du sud-est asiatique. C'est vrai qu'on ne va pas se comparer à eux. Mais le port n'est pas un marché où on va trouver de l'emploi. L'emploi se trouve en dehors du port. Et quand vous entrez au port, c'est pour embarquer sur un navire. Mais quelqu'un qui n'a pas un embarquement, soit-il marin, doit-il être sur le port, sachant pas les intentions qu'il peut avoir, mais ensemble protégeons le bien commun que nous avons, à savoir les ports. C'est la porte d'entrée de pratiquement de tout notre commerce extérieur. Donc, c'est des mesures qui ont été édictées au niveau international. Il n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Pour qu'un navire puisse partir ici, avoir accès à un port des États-Unis ou européen ou asiatique, il faudrait que nous remplissions ces conditions. Et ces conditions, on ne veut pas avoir n'importe qui se promener sur le port n'importe comment. Vous allez voir les dockers qui sont là. Quand ils entrent, ils sont conduits directement sur le navire. Quand ils finissent, c'est directement, on les conduit à la porte ici. Mais c'est ça, c'est pour des mesures de sûreté. Le contexte actuel même nous amène à renforcer ces mesures. Comme je l'ai dit, il y a des sociétés de placement qui sont en dehors du port. Vous avez besoin d'un emploi, vous allez là-bas. On dit aujourd'hui, vous avez un emploi, vous embarquez sur le navire X, à telle heure, vous allez, vous passez, vous avez vos documents, vous entrez, vous allez embarquer. D'ailleurs, même, ce n'est même pas à pied. On vous prend dans un véhicule, on va vous descendre à quai, vous montez sur votre navire, vous continuez votre voyage. Donc, ce qu'ils disent, je comprends leur situation, ce qu'il y avait avant, contrairement à maintenant, mais il faut qu'on nous acceptions de changer, d'aller à ce que le monde nous impose. C'est pour le bien, c'est pour eux-mêmes leur bien, c'est pour le bien de l'activité, je veux dire, de tout ce qui entre dans nos attributions, à savoir l'administration maritime, ses attributions et la protection, surtout des espaces portuaires.
la grève reste et demeure le dernier recours. Et nous, on a un état d'esprit, c'est de privilégier le dialogue. Mais si jamais les choses nous emmènent à aller là-bas, je pense que l'économie au niveau national sera atteinte. Il suffit que les différents syndicats, c'est-à-dire les secrétaires généraux des syndicats affiliés au mouvement, donnent des mots d'ordre sur des navires et demandent aux marins d'arrêter de travailler. Vous voyez qu'automatiquement, ça paralyse. Depuis que j'échange avec vous, moi j'aurais été à leur place, j'aurais pris peut-être une autre attitude. Moi je ne suis pas eux. Moi je suis là pour porter la voix de ceux qui estiment qu'ils sont victimes d'une injustice, ils estiment que l'État, la grande nation ne les prend pas en compte. Mais quand je vous écoute, quand vous parlez des opportunités de discussion, j'ai du mal à m'expliquer comment une menace de grève peut se profiler à l'horizon. Vous avez des commentaires à faire? Bon, une menace de grève, c'est ce qu'on dit. Quand vous allez troubler la quiétude du port et que ces navires qui viennent ici ne peuvent pas aller, je dis, tranquillement dans un autre port sans se faire contrôler avant d'y avoir accès, mais qui vous pénalisez? Ce n'est pas nous. De votre attitude, qui vous pénalisez? Ce n'est pas tant l'administration, c'est vous-même. Parce que vous deviez donner l'exemple. Que ce soit nous, que ce soit ces sociétés de placement, c'est du boulot pour vous. Mais de votre attitude, comment est-ce que demain vous voulez être employé par un commandant, vous savez comment le navire il est restreint et quelle attitude on doit avoir là-dessus, sur un navire? Mais vous n'allez pas me dire parce que vous avez fait la formation, donc vous allez vous comporter comme ça et que c'est pénaliser l'administration. Non, c'est vous que vous pénalisez. On a vu des cas comme ça à la grande pêche. Ils se mettent en grève. Au moment où on dit non, c'est vrai, peut-être vous pouvez avoir raison sur certains points. On va régler ces problèmes. Vous allez bloquer le navire des uns et des autres. Mais demain, quand ils s'en vont, mais le peu d'emplois que vous avez dessus là, mais vous les perdez. C'est pourquoi je dis tantôt, l'appellation viendra après, mais nous voulons mettre en place une véritable plateforme de collaboration, de discussion avec eux, pour qu'on puisse avancer de façon sérieuse à la recherche de solutions pérennes, durables. À la recherche de solutions pérennes, durables, les discussions que vous allez avoir, là, vous les estimez pour quel délai, pour quand? Non, mais c'est à partir de maintenant. Comme je l'ai dit, tout à l'heure, nous aurons la réunion. S'ils acceptent le principe, parce que ça aussi, voilà, ils ont tellement d'interlocuteurs que finalement, on ne sait même plus comment les organiser. Et ça, on ne manquera pas de leur dire. Il faudrait qu'ils aient des interlocuteurs fiables, avec qui nous allons discuter, avec qui on peut avancer dans la recherche de solutions. Alors, cher marin, on vous a donné l'opportunité d'échanger avec l'équipe de production de Y'a Problème. Vous avez partagé avec les téléspectateurs de la Côte d'Ivoire votre ressenti. Un communiqué est sorti. Nous sommes aujourd'hui avec le responsable premier, donc de la direction des affaires maritimes. Il montre sa disponibilité. Est-ce qu'il n'est pas mieux que ce que vous avez dit et que nous nous sommes engagés à vous accompagner pour que des discussions se fassent? Parce qu'en réalité, le dialogue a toujours caractérisé ce pays. Je crois que l'heure a sonné pour que vous veniez à la table de discussion. Moi, ce qui m'intéresse est que les enfants d'un même pays se retrouvent. C'est votre responsable qui est là. Vous venez, vous êtes venu à l'émission, on est venu avec quelques extraits, il les a écoutés. Je veux qu'on le prenne au mot et je veux que vous veniez à la table de discussion. Venez, nos caméras seront là, nous viendrons et nous allons informer la nation. La Côte d'Ivoire n'a pas de navire. Depuis la liquidation de la Citram, c'était une société de transport dans le temps, la Côte d'Ivoire n'a plus de navire. Du coup, on avait un véritable problème au niveau de l'employabilité. Et il fallait créer un système qui allait permettre aux marins marchands ivoiriens de pouvoir embarquer sur des navires étrangers. Et vous savez très bien que quelqu'un qui sort de l'école, qui n'a pas de relation ou de connexion avec quelqu'un à l'étranger, comment peut-il avoir du travail à l'étranger? Vous avez dit beaucoup de choses, dont une, par exemple, colonel, comment, jusqu'à ce jour, notre pays n'est pas de navire? Vous savez, je l'ai dit, dans les années 60,
l'État même s'est engagé à injecter de l'argent, à payer des navires. Mais après quelques années d'exploitation, on a dû fermer ces armements. C'est vrai, ça a causé beaucoup de tort. C'est quoi? C'était la mauvaise gestion? Pourquoi ça a été fermé? Je ne saurais vous le dire, mais on était dans le cadre d'une politique globale de restructuration, d'ajustement structurel qui ont amené à la fermeture des entités ou des sociétés de l'État, peut-être qui n'étaient pas trop rentables en ce moment. Je dis bien peut-être. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons d'avoir le pavillon qui flotte. C'est l'ouverture du pavillon et la création d'armements propres. L'État s'est saisi. Toutes les administrations concernées, dont celui de l'économie et des finances. Je l'ai dit, lors de nos séances de travail sur la balance de paiement, il a été prouvé clairement que notre secteur est déficitaire à cause du fret qui était reversé totalement à des armements étrangers. Donc depuis lors, cette réflexion est en train d'être menée. Et comme je l'ai dit, quand tu veux créer quelque chose de solide, tu ne te précipites pas. Avec qui tu y vas? Comment vous y allez? Parce que ce secteur, il est hautement concurrentiel. Donc c'est cette étude qui est en train d'être faite. Une fois qu'elle aura abouti, on nous dira avec qui on va. Est-ce que l'État accompagne comme Air Côte d'Ivoire? Est-ce seulement avec des privés? Est-ce aussi avec des partenaires qui fréquentent déjà nos eaux, qui ont des bateaux déjà ici? Ça, c'est l'étude qui va nous donner la meilleure façon d'y aller pour pouvoir survivre longtemps. Ça permet d'espérer, hein? Mais c'est vrai que l'espoir fait vivre. Mais plus on s'agrippe à un espoir que les choses ne se concrétisent pas, que ça prend du temps, ça peut aussi pousser à d'autres interprétations. Et généralement, on est toujours dans cette façon de dire non, il y a trop de discours quand l'État parle, mais pour concrétiser cela, ça met beaucoup de temps et nous, on ne peut pas attendre. Est-ce que quand vous attendez ce type de parole, quel est le sentiment qui vous anime en tant que responsable, mais aussi en tant qu'Ivoirien? Bon, c'est tout à fait normal, hein, et que par moment, avec le temps que les réflexions prennent ou la mise en place d'une entité qui pourrait régler un problème prend du temps, on peut douter. C'est tout à fait normal. Mais quand on parle de créer un armement national, ce sont des sommes colossales qui sont en jeu. Vous-même, même si vous aviez cet argent, avant de vous engager, mais il faudrait que vous meniez bien la réflexion. Il faudrait que vous assurez que par rapport aux concurrents, parce que je vous ai dit, c'est un secteur hautement concurrentiel. Mais souffrez que cette réflexion soit menée avec sérieux. Et donc, pour trouver une solution palliative, c'est là que nous allons à l'ouverture du pavillon. Où des armements déjà prêts ou bien certains qui ont des navires peuvent accepter de l'immatriculer sous notre pavillon, peuvent accepter de nous aider à former convenablement ceux qui ont fait l'académie et nous aider aussi à trouver de l'emploi. Alors, cette ouverture, cette solution intermédiaire avec l'ouverture du pavillon, je veux dire qu'elle elle peut se mettre en place quand? On l'a dit dans notre communiqué que l'État même a dégagé des fonds déjà pour qu'on commence. Voilà. Parce que il faudrait que, assis dans un bureau, je sache quel navire veut prendre mon pavillon, où il se trouve, ainsi de suite. Donc ça nécessite de mettre en place tout cet arsenal-là. Et donc c'est à cela que l'État a dégagé de l'argent pour qu'on commence à les mettre en place avant de commencer. Parce que l'État ne souhaite pas qu'on mette la charrue avant le bœuf. Voilà. Donc il faudrait qu'on ait tout ça. Là, le jour où je commence, quand on dit premier navire, je sais où il est, qui est dessus, où il va,
parce que il est de notre responsabilité le fait de donner notre pavillon à un navire quelconque. Donc c'est un peu tout ce travail-là qui est en train de se faire avant que. Mais l'État a déjà dégagé les moyens pour qu'on le fasse. Et comme vous savez, c'est l'agent de l'État, ça nécessite aussi des procédures pour son engagement. On fait donc un récap avant de passer à la conclusion, mon colonel. L'urgence signalée, c'est donc la volonté de l'État de passer à l'ouverture de ce pavillon pour regarder avec beaucoup d'intention les pistes de solutions, et des moyens ont été dégagés. Et juste après, continuer encore la réflexion pour que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire se dote donc de navires qui permettraient donc à faire développer cet écosystème, et pour ne plus que ces enfants qui bénéficient d'une formation deviennent des chômeurs juste après leur formation. Je voudrais que vous regardiez l'une de ces caméras et que vous puissiez leur parler, que vous puissiez leur dire en tant que tutelle la situation dans laquelle ils sont, quoi qu'ils ne soient pas patients, mais c'est aussi des êtres humains. Et je pense qu'il faut qu'on les comprenne. En tout cas, merci bien. Et je l'ai dit, au-delà de cette solution, la première solution, pour ne pas dire la solution pressante, l'ouverture du pavillon, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que l'industrie offshore est en train de se développer dans nos eaux. Et qui parle de plateforme offshore qui est qualifiée de navire, il y a des postes de marins à bord. Ça aussi, c'est notre combat qu'il faut le signifier. Et ils le savent. Ce n'était pas le cas. Mais on s'est battu, où on a fait en sorte, avec la compréhension des autres administrations, faire en sorte que les marins ivoiriens soient utilisés en majorité sur ces plateformes-là. Ça, c'est déjà une piste de solution avant d'arriver à celui de l'ouverture du pavillon et pourquoi pas demain à la création d'armements nationaux. Je sais, je comprends leur impatience, c'est tout à fait normal. Après 3, 4, 5 ans, voire plus, d'années de formation et venir se retrouver dans une période ou dans une situation de non-emploi, je comprends que c'est difficile. Mais c'est ensemble. Et ça, je suis d'avis avec vous, quand vous les avez invités à la table de négociation. C'est ensemble qu'on peut s'asseoir et qu'on peut trouver des solutions. Je l'ai dit, nous, notre rôle n'est pas de former des gens et de les laisser sur le carreau. Non. Quand bien même qu'ils soient utilisés par le secteur privé, mais ce que l'État nous a demandé, c'est de faire en sorte qu'ils puissent trouver de l'emploi. Et ce sont ces pistes de solutions que j'ai énumérées tantôt qui sont à l'étude et qui vont nous permettre d'absorber ces marins qui sont au chômage. Qu'ils puissent compter sur l'administration maritime, sur le ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, sur le ministre des Transports et des Affaires maritimes et sur le gouvernement qui est à l'écoute de tout ce que nous disons et qui nous envoie et qui nous charge de tout faire pour proposer des solutions pérennes, durables pour ces jeunes que nous formons à l'académie. La direction des affaires maritimes aurait pu se contenter de se communiquer. Mais elle allait plus loin. Elle nous a donné l'opportunité de pouvoir réaliser une autre émission qu'on pourrait considérer comme un service après-vente. Nous avons dénoncé. Et ce service, cette structure, la direction des affaires maritimes, en toute responsabilité, a bien voulu mettre en mission leur premier responsable afin que ce responsable réponde sans faux fuyant à nos questions. Nous avons porté la voix de ces marins marchands que nous recevions le 3 mai. Des éléments de réponse ont été donnés. Est-ce que le colonel vous a convaincu? Wait and see. Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits d'avoir ouvert cette porte, là où l'espoir est né, là où l'espoir fait vivre. Fasse Dieu que les enfants de ce même pays se retrouvent autour de la table de discussion et que quelques solutions soient trouvées. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera quand ces pistes seront trouvées. Je voudrais une fois de plus vous dire infiniment merci. Merci d'être venu. Le reste, le débat continue avec nos téléspectateurs. Merci, colonel. On se retrouve dimanche prochain pour un autre problème.